Merci d'être là. On va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Horacio. Le petit accent que vous arrivez peut-être à percevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol et malgré 20 années en France, l'accent ne veut pas partir, moi non plus. Donc, comme on a dit, je suis DevRel chez OVH, je m'occupe des relations avec les développeurs. Je suis aussi assez impliqué dans les différentes communautés de développeurs dans la pointe de la Bretagne. Et du coup, moi, Kevin, qui suis tech lead sur OVH Metrics, qui est le projet qui s'occupe de tout le monitoring d'OVH, et qui est aussi impliqué dans différentes choses. On va retrouver OVH, on va retrouver la cantine, Astropolis, qui est un festival sur Brest. Voilà, c'est parti. Oui, on va vous parler de la recherche d'exoplanètes, on va vous parler de la NASA, des données de la NASA, et de comment on essaye de faire de la science citoyenne sur ces données-là. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter une histoire que ce n'est pas la mienne. C'est l'histoire du créateur du projet HelloExo. C'était lui, il y a une dizaine d'années, le petit gars qui est là. Et tout ça a commencé avec Pierre Semb, qui est DevOps chez OVH et qui est passionné d'astronomie. Mais il avait un problème. Il est passionné d'astronomie et il habite à Brest. Ceux qui ont rigolé, c'est parce qu'il connaît Brest. En gros, le problème de Brest, c'est que 320 jours sur 365, il y a des nuages dans le ciel. Donc, pour un astronome amateur, ça complique la vie. Donc, Pierre, il essayait de contourner le problème en essayant de mixer ces deux passions, l'informatique et l'astronomie. Il s'est dit, il doit bien avoir un projet qui me permettra d'apprendre plus de choses sur l'astronomie en utilisant mes compétences informaticiennes sans avoir besoin d'avoir un ciel clair pour sortir mon télescope. Et il a fait ce qu'on fait tous quand on a envie de trouver un projet intéressant. Il a cherché astronomie et informatique, code, séries temporelles sur Google et il est tombé sur quelque chose qui l'intriguait, sur les exoplanètes. C'est quoi un exoplanète? Un exoplanète, c'est une planète qui tourne sur une étoile qui n'est pas notre Soleil. Donc, a priori, jusqu'au début des années 90, c'était presque une hypothèse. Tous les astronomes étaient d'accord qu'il devait avoir des exoplanètes, vu qu'il y a des milliards d'étoiles, mais on ne pouvait pas les prouver. Et depuis on a commencé à trouver des exoplanètes de façon presque exponentielle. Les premières, c'était autour de 94-95, et aujourd'hui, on est à plusieurs milliers. Et là, c'est différentes méthodes pour trouver des exoplanètes. Et vous voyez, il y a une méthode en vert qui a commencé dans les années 2010 et que maintenant c'est la méthode qui a permis de trouver le plus grand nombre d'exoplanètes. C'est la méthode de transit. En fait, c'est une méthode qui avait été spéculée depuis longtemps, mais on n'avait pas les outils pour pouvoir prouver que ça marchait. En quoi elle consiste? En fait, ça c'est une étoile. Et là, il y a une petite planète qui passe devant l'étoile. Grosso modo, quand la planète passe devant l'étoile, il va cacher une partie de la lumière de l'étoile. Donc, si on fixe un télescope sur l'étoile avec assez bonne résolution, on va pouvoir détecter ces petites pertes de luminosité de l'étoile quand les planètes passent. Si ces pertes de luminosité reviennent de façon régulière, c'est qu'il y a un objet qui a plus ou moins une orbite stable autour de l'étoile. Donc, c'est un candidat à être un exoplanète. Ça, c'est la méthode de transit. Et donc, la NASA a pu commencer à utiliser cette méthode quand, il y a quelques années, ils ont lancé une mission spatiale appelée Kepler. Kepler, c'est en gros un gros appareil photo qui était mis en orbite. Un appareil photo très sophistiqué dont le seul objectif, c'est se brancher sur un endroit de ciel vraiment très réduit, à peine 2% de la surface visible du ciel, sur la zone des Pléiades, ne pas bouger et capter la lumière d'un maximum d'étoiles et voir les variations de lumière. Donc, le problème de cette histoire, sinon le monde serait facile et nous on n'aurait pas de tôle café, Kevin, et ça serait embêtant, c'est que les étoiles sont plus compliquées qu'ils n'ont pas l'air. Là, c'est la constellation des Pléiades. Vous voyez tous les 7 étoiles qu'on a marquées en rouge? Vous les regardez avec votre télescope à la maison, ils semblent pareils, même couleur, même forme, grosso modo, même taille, même luminosité. Si vous les regardez sur le temps avec un télescope vraiment de bonne résolution, le problème c'est que chacune de ces étoiles a un profil de luminosité différent. Là, c'est les 7 étoiles qu'on a vues tout à l'heure. Pas de vol, il n'y a pas d'eux qui ont le même type de comportement.
Donc, nous, ce qu'on essayerait de trouver avec la méthode de transit, c'est des micro-variations sur chacune de ces courbes-là, qui en plus ils reviennent de façon régulière pour nous dire, tiens, il y a peut-être une planète qui passe devant. Mais pour ça, il faut déjà arriver à éliminer la partie qui est le comportement normal de cette étoile. Tout ça pour dire que ça, c'est sur cette étoile. Imaginez sur les milliers d'étoiles qui sont prises en photo par le projet Kepler. Le problème, c'est ça. Le projet Kepler, aujourd'hui, c'est plus de 25 téras de courbes de lumière, 25 téraoctets de données de lumière d'étoiles, 40 millions de fichiers de courbes de lumière. Et donc, la NASA, il analyse ça avec la méthode classique de plein de scientifiques, à coup de scripts Python très, très perfectionnés, mais ça reste des Python qui tournent sur des ordinateurs de scientifiques. Autant dire qu'ils n'arrivent pas du tout à analyser le volume de données qu'ils récoltent, c'est même une toute petite partie. Et là, la NASA s'est dit, OK, nous, si on est tout seul, on ne va jamais arriver. Donc, autant mettre toutes ces données-là en open data. Après tout, c'est payé par les impôts des Américains, donc ça mérite bien d'être public. Et ils sont... Non, mais là, ils sont beaucoup plus en avance que plein d'autres organismes européens, même systématiquement, dès qu'il y a des fonds fédéraux aux États-Unis, les agences comme la NASA doivent rendre tous les résultats en open data. Donc, quelque part, ça permet juste à des gens de profils différents, à des développeurs, des activistes, des simples curieux ou des citoyens scientifiques, d'utiliser ces données-là et aider à faire avancer la recherche. Et donc, c'était ça qui nous avait intéressé, cette idée-là de, tiens, il y a toutes les données de Kepler qui sont là. Les scientifiques utilisent des méthodes super intéressantes. Il y a aussi des machine learning, il y a plein de trucs très sophistiqués pour les analyser, mais à de toute petite échelle. Est-ce que nous, par notre métier, on serait capable de faire une approche différente et aider à faire avancer cette recherche? Et donc, c'est là qu'on s'est dit, tiens, il y a un projet à faire. J'espère que maintenant, avec ce que je vous ai dit, vous comprenez mieux le logo de Hello Exoboard. Et le logo, il explique bien pourquoi ça nous intéresse. Parce que ça, c'est une courbe qui change avec, une courbe de luminosité qui change avec le temps. Donc, ce que, du point de vue mathématique, on appelle une série temporelle. Et c'est là que nous, ça a piqué au vif notre intérêt. Parce que les séries temporelles, on se connaît un petit peu. Pas vrai, Kevin? Tu nous racontes? Bien sûr. Merci. Du coup, nous, ce qu'on travaille, c'est on travaille des séries temporelles. En fait, une série temporelle, ça va être une donnée qui évolue dans le temps. C'est assez classique. Et du coup, c'est des choses qu'on va retrouver à plein d'endroits. C'est-à-dire que nous, on les trouve aussi dans les satellites, sur les exoplanètes, mais on va aussi les trouver sur tout ce qui est marché boursier, la météo, le nombre de personnes dans cette salle, par exemple, ça peut être une time series. Donc on va vraiment y trouver plein de choses. Et les niveaux applications, ce qu'on va essayer de faire avec, déjà, on va essayer de comprendre la donnée. Ça permet déjà de la grapher, en fait. Juste de faire une courbe, souvent ça aide. Et après, on va venir faire deux choses dessus, on va faire du monitoring ou du forecasting. Donc en fait, le monitoring, ça va venir détecter sur la courbe des patterns qui ne sont pas normaux, genre le passage d'une étoile devant un soleil. Et on va aussi venir faire du forecasting, c'est ce qui nous permet de savoir, en fait, globalement, le truc se passe comme ça, il y a de grandes chances que ça continue pareil. Donc ça nous permet de détecter des limites, par exemple, nous on utilise un EVH sur du monitoring, et ça nous permet de savoir quand est-ce que notre machine va péter ou pas. On sait qu'on a de la RAM, on sait qu'on consomme, on sait qu'on a une limite. Ça nous permet de faire le scaling comme ça. Le gros avantage aussi, c'est que c'est réutilisé dans plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça sur la bourse, notamment sur tout ce qui est économie. Et l'avantage de ça, c'est que c'est des domaines qui ont énormément de moyens, de fonds. Ce qui va permettre de venir faire de la recherche, et donc de créer quelque chose qui est très dynamique en termes d'avancement et de recherche. Ce qui nous amène à avoir plein de tools là-dessus. Donc on va avoir Moving Average, de l'ARMA, enfin plein de choses qui sont dédiées à la time series. On va aussi venir appliquer des choses qui sont standards, qui vont être tout ce qui est réseau de neurones, enfin tout ce qui est un peu plus classique dans le big data. Le problème de ça, c'est le problème des 3V que l'on a identifié comme ça. C'est que c'est de la donnée qui est vraiment partout, ce qu'on disait. Donc en fait, ça crée des énormes volumes de données. C'est la donnée qui arrive en permanence. C'est la partie velocity, c'est-à-dire que la donnée va arriver tout le temps. Que la bourse, on mesure à la milliseconde, le taux de change, par exemple. La température, souvent c'est à l'heure. Enfin, donc c'est de la donnée qui arrive tout le temps et qu'on ne peut pas rattraper. C'est-à-dire que si on ne l'a pas mesurée, on ne peut pas dire en fait c'était comment il y a une heure. Enfin, si tu ne l'as pas pris, tu l'as raté en fait. Et c'est un troisième
problème, c'est que c'est très très varié en termes de données. C'est qu'on va venir y retrouver tout ce qui est température, de la lumière, donc ça demande des outils qui sont très dynamiques pour pouvoir venir explorer toutes ces données. Et du coup, nous, à OVH, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on l'utilise beaucoup pour faire le monitoring, que ce soit dans les data centers, dans les serveurs, dans les applications, dans les API, et ce qui représente à peu près 1,5 million de points en permanence, de mesures qu'on récolte, sur 500 millions de séries. Donc des séries, c'est des... Vous pouvez imaginer ça à des espèces de capteurs, en fait, là-dessus. Et ça ramène potentiellement, des fois, on prend des petites vagues qui pourront pouvoir nous amener jusqu'à 10 millions de points par seconde, d'un coup qu'il faut réussir à absorber. Donc là-dessus, il y a différents tools qui sont open source. Il y en a 5 principaux, en fait. On va retrouver Prometheus, Influ, OpenTSDB, Graphite et Warp10, qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc nous, ce qu'on va... on n'a pas voulu prendre de décision, nous, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que... ce qu'on fait, c'est que nous, on l'a fourni à OVH et aussi à nos clients. Donc on ne voulait pas prendre de postulat sur tel ou tel ou tel techno. Donc en fait, on a fait un truc qui s'appelle Metrics Data Platform, qui permet d'aller query et d'ingérer des points dans les formats que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez envoyer vos points en Prometheus, par exemple, et bien les query en Warp ou en Prom de l'autre côté. Et donc techniquement, comment est-ce que nous on l'a construit? On l'a construit sur Warp, qui est le petit logo à gauche là. Les données sont stockées sur HBase, qui est un store Big Data. Et entre les deux, on a mis notre petite brique à nous, qui nous permet justement de passer d'un proto à l'autre de manière transparente. Et donc pourquoi on a fait Warp10? En fait, Warp10, il a 2 avantages. C'est-à-dire qu'il permet déjà de stocker les données, ce que font tous les stores. Et il y a un autre gros avantage, c'est que, en fait, stocker la donnée, c'est pas le problème, venir la chercher, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de venir l'analyser, en fait. Et de trouver les bons outils pour analyser mes différentes séries. Et donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt de Warp10, c'est-à-dire que Warp10 en lui-même, il fait le store, et aussi il amène une librairie qui est le 400 fonctions, je crois, derrière moi. Oui. Là-dessus. Donc il va venir pouvoir nous permettre de traiter nos séries, comme on va voir là tout de suite avec Horatio. Donc, pour nous, c'était une évidence. On a un outil capable de traiter avec des séries temporelles à une échelle énorme. On a un gros dataset. Si on arrive à transformer ce dataset, le mettre dans notre format natif, l'injecter sur notre plateforme, on pourrait utiliser tous ces outils d'analyse pour l'analyser directement sur les clusters OVH Metrics à grande échelle. Et donc, on a commencé à travailler. D'abord, on est allé télécharger les 40 millions de fichiers qui sont sur les sites Open Data de la NASA, en essayant de ne pas être trop brutal pour ne pas faire tomber leur serveur, et en essayant aussi de récolter ça dans un temps relativement fini. Une fois qu'on l'a téléchargé, on l'a mis dans notre format et on l'a injecté sur Metrics Platform. Là, c'était un peu un challenge parce qu'en même temps que nous on faisait ça, il y avait une équipe chez Google qui utilisait les 20% de temps disponibles pour les salariés Google pour faire le même type de projet mais d'un angle différent. Et ils faisaient de l'angle de machine learning. Et ils avaient publiquement dit qu'ils mettaient 2 semaines pour emporter tous les datasets. Bon, nous, on n'a pas été tellement bons sur notre premier essai, on était à 3 semaines. Je pense qu'on est en train de travailler pour améliorer ça et être au moins au niveau de Google sur ça. Et donc, une fois qu'on a injecté tout ça sur Metrics, ce qu'on se dit, c'est nous, on a l'intuition qu'on peut utiliser nos outils d'informaticien pour faire l'analyse. Quelle meilleure façon de le prouver que prendre une des étoiles que la NASA a déjà bien analysées et l'utiliser comme training set. On sait qu'il y a une étoile dans laquelle il y a des choses, on va utiliser nos outils, voir ce qu'on trouve et comparer nos résultats avec les résultats de la NASA. Si on arrive à obtenir les mêmes résultats, c'est qu'on n'est pas trop à l'ouest, malgré le fait qu'on est à Brest. Et on a choisi Kepler 11. C'est une des étoiles assez banales, mais c'est une des premières étoiles qui est analysée par le projet Kepler. Et il se trouve qu'il y a au moins 6 exoplanètes confirmées. Donc, ils ont été détectés avec la méthode de transit. Mais derrière, la NASA, il utilise la méthode de transit comme un marqueur pour savoir où est-ce qu'il doit analyser après avec d'autres méthodes pour confirmer. Parce qu'en transit, une perte de luminosité, ça peut être plein de choses. Ça peut être
un autre satellite qui passe devant Kepler à un moment donné et que par hasard il revient deux fois, ça peut être une comète, et après, des jours plus tard, un autre comète, et tu penses qu'il y a une période, donc c'est simplement un marqueur. Et donc la NASA, quand il trouve des transits, derrière, il va les confirmer avec d'autres méthodes, des autres méthodes qu'on avait vues tout à l'heure. Donc, sur Kepler 11, il y avait au moins 6 planètes confirmées. Donc, on a regardé les signaux qu'on obtenait sur Kepler 11. Bon, je dois avouer qu'au début, on était plutôt interloqués. On avait un truc comme ça et on se disait, mais c'est quoi ce truc? Et c'est là que, pour la petite histoire, Kepler 11, Kepler, les satellites, c'était un projet qui est parti de mauvais pieds. En gros, quelques mois après le lancer, je vous rappelle, c'est un satellite qui était censé être fixe dans le ciel vers certaines étoiles. Donc, pour être fixe dans le ciel, il doit bouger tout le temps à fur et à mesure que le ciel bouge pour pointer toujours vers la bonne étoile. Sauf que les moteurs, pour faire tourner la caméra, on était en panne quelques mois après le lancement. Et ils n'arrivaient pas à corriger la panne. Donc la NASA avait des options. Bon, les satellites avaient coûté quelques millions de dollars. Soit on dit, tant pis, et on met ça à la poubelle, et on attend d'avoir le budget pour un nouveau satellite, soit on essaye d'être inventif. Et ce qu'ils ont fait, c'est, OK, si on les laisse fixes, il va dériver, mais on a encore les gros moteurs, les moteurs de positionnement pour changer d'orbite en cas de problème. Bon, ils consomment beaucoup de carburant, mais si on les utilise quelques secondes tous les mois, on peut corriger le positionnement. Ça ne va pas être parfait, mais ça le fera. Donc, ce que vous voyez là, c'est le moment où Kepler, il va activer les gros moteurs pour se réorienter et revenir plus ou moins à la position initiale, modulo quelques milliers de photons par seconde. Quelques milliers de photons par seconde, en vérité, c'est rien. Et c'est vraiment pas tant ce qu'on arrive à faire. Mais pour nous, pour notre analyse, c'était un premier problème. Il fallait corriger tous ces écarts artificiels et réaligner tout sur une même courbe. Une fois qu'on le faisait, on avait, selon les variations de profil de l'étoile, des choses de ce type-là. Donc nous, ce qu'on voulait, ce que nous, on arrive à détecter avec nos yeux, mais ce qu'on voulait détecter automatiquement, c'était ça. Ces petites pertes de luminosité qui étaient, grosso modo, quelque chose est devant l'étoile. On ne sait pas si c'est une planète ou pas, mais là, il y a quelque chose. Sauf que le signal, c'est un signal plutôt bruité, voire très bruité. En plus, les transits sont vraiment petits. Là, on a fait un zoom. On voit qu'entre le point normal et le point le plus bas, on est sur le capteur à 40 électrons par seconde de différence. Grosso modo, 40 photons de plus qui arrivent sur le capteur par seconde. Autant dire, c'est vraiment minuscule. Ça peut être tout type de bruit. Donc, il fallait que ça dure un certain temps, il fallait que ça revienne souvent et il fallait le détecter automatiquement. Bon, on s'est dit, là où d'autres utilisent une approche machine learning, on s'est dit, on va utiliser d'abord les approches plutôt naïves. Si avec les approches naïves, on arrive déjà à faire des choses, ça veut dire que beaucoup plus de monde pourra utiliser nos outils sans avoir un gros background mathématique ou d'analyse de données. Et donc, ça va ouvrir plus de possibilités. Et on s'est dit, approche naïve. D'abord, on va essayer d'éliminer une partie des bruits en faisant simplement un downsampling, en réduisant nos points et faisant une moyenne intervalle par intervalle. Et là, on voit plus clairement les candidats au transit. Nos yeux, maintenant, ils ne se trompent pas. La question, c'est comment est-ce qu'on va expliquer maintenant à un ordinateur « Hey, trouve-moi les pics vers le bas. » Ces pics-là. Bon, si vous avez fait un peu de traitement de signal, en gros, vous allez me dire, bon, vous faites un simple filtre passe haut et il va prendre toutes ces parties de basse fréquence, il va la filtrer et on va voir la partie qui nous intéresse. Oui, mais nous, on voulait rester sur des outils simples. Donc, utiliser l'alternative, le filtre passe haut des pauvres. Calculer en gros la tendance. La partie basse fréquence, simplement en faisant des lissages, avec des différents algorithmes de lissage. Une fois qu'on a cette tendance-là, on prend le signal bruité, on fait une soustraction de la tendance et on a la composante bruitée dans laquelle les transits sont clairement marqués et on peut les détecter par des simples essayages.
Donc on s'est dit, tiens, est-ce que ça marchera? C'est une approche volontairement naïve et simpliste, mais si ça marche, c'est qu'on est sur une voie qui est quand même très prometteuse. Donc on a fait ça surtout Kepler 11 et on a repéré en gros les mêmes résultats que la NASA. Là, sur ce moment-là, on s'est dit, ça y est, on a gagné. Bon, ce n'était pas tout à fait ça parce que Kepler 11, c'était un profil d'étoile relativement simple. Il se trouve que ça marche, ce système-là, on l'a testé sur d'autres étoiles, sur des étoiles de ce type de profil, sur des étoiles qui ont des profils pulsantes, des profils plus compliqués. Il faut tester d'autres algorithmes. Donc on a commencé à travailler sur d'autres algorithmes. Mais néanmoins, on a prouvé que simplement avec des outils de base, on pouvait trouver. Et tous ces outils-là, on l'a fait directement en utilisant les outils d'analyse de Warp 10, que vous montrerai après si on a un peu de temps quelques bouts de code, mais directement sur les clusters, sur la plateforme Metrix, là où il y a les données. Donc ça veut dire qu'on l'a fait sur une étoile, mais on peut les répliquer sur plein d'étoiles en même temps. Et à un moment donné, si on veut vraiment paralléliser ça, on fait passer l'analyse Warp 10 sur Spark, Pig ou Flink, et on peut partir à l'échelle sur tout ça. Donc on a une approche qui nous permet de, une fois que nos algorithmes seront mieux perfectionnés, parce que pour le moment, en gros, on arrive à les faire sur quelques profils d'étoiles seulement, aller beaucoup plus loin dans la masse d'étoiles qu'on peut analyser. Donc, maintenant, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Donc là, ce qu'on a fait la première partie, c'était vraiment la partie import, qu'on est en train de retravailler, parce qu'on va essayer d'au moins atteindre l'impérial de Google, voire de la passer. On a assez bon espoir là-dessus. Donc ça, c'est la partie import qu'on est en train de refaire. Sur ça, on a eu un talk très sympa à Devox France, c'est l'utilisation de AK Stream pour faire l'import de ce type de fichiers. Donc, si l'idée de voilà, comment est-ce qu'on peut traiter ce volume de fichiers et l'introduire sur un système Big Data, il y a les vidéos de cet talk-là fait par Emmanuel Feller sur Devox France. Ensuite, ce qu'on va venir essayer de mettre en place, c'est la partie Explorer. C'est vraiment pour essayer de rendre la chose simple à comprendre et à prendre en main par n'importe qui. C'est-à-dire que soit par vous, par d'autres personnes qui sont dans la sauce, en fait c'est une association, pour venir comprendre ça. Après, une fois qu'on aura bien visualisé nos données, on va pouvoir aller prendre de meilleures décisions. Donc essayer de travailler de nouveaux algos, de les tuner un peu, de voir justement sur certains profils on galère vraiment à les trouver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je change ce paramètre-là, peut-être c'est meilleur. Après, on s'est dit, si Google utilise des machine learning pour ça, est-ce qu'on ne pourrait pas combiner les deux approches? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà combiner nos analyses basées sur des outils de série temporelle et utiliser les données de la NASA comme training set pour monter des vrais machine learning, mais utilisant des algorithmes explicitement adaptés pour les séries temporelles? Donc, on a des gens qui travaillent déjà sur l'idée d'adapter ça, même faire des deep learning. On voudrait aussi, parce qu'il y a des gens qui ont rejoint l'ASSO, dire pourquoi se limiter à Kepler? Il y a maintenant, par exemple, l'Agence spatiale européenne qui a annoncé qu'ils vont mettre une bonne partie de ces données open data, là c'est faire un peu de la pub, mais c'est mérité, chez OVH. Donc vous allez tous pouvoir accéder à un dataset presque aussi grand que celui de la NASA, mais fait de toutes les données prises depuis des décennies par l'Agence spatiale européenne. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à, tiens, est-ce qu'on pourrait aussi utiliser les mêmes types de techniques pour d'autres projets de recherche sur ces datasets-là? Voilà. Et du coup, là, c'est ce que je disais d'ailleurs, c'est que c'est une association qui grandit. On l'a créée... Quand est-ce qu'on l'a créée? On l'a créée en avril. Un peu avant l'été, ouais, voilà. En avril. Donc qui grandit et qui est ouverte à toute contribution en fait, de votre part. Et on a des profils très différents. On a des gens qui s'intéressent à l'astronomie, des gens qui sont vraiment des data scientists ou les projets, ils s'en foutent que ça soit des étoiles ou d'autres choses, mais ils intéressent les challenges techniques des projets. On a aussi des purs bricoleurs dans les bons sens des termes. Donc on a une team qui commence à être assez sympa. Et du coup, ouais, c'est sur helloexo.world où on va retrouver tous les petits outillages qu'on a commencé à monter. On va trouver aussi un tutoriel qui vous permet à vous, si vous savez 2 ou 3 heures,
à passer devant votre écran, de comprendre les algorithmes qu'on utilise, comment les a employés, et en même temps, de passage, apprendre à vous servir de Wharton et de OVH Metrics. Le tout, ça va vous permettre de répliquer, en codant vous-même, les trouvailles qu'on a fait sur Kepler 11. Donc, le message qu'on voulait faire passer, c'est voilà, si ça vous intéresse l'astronomie, si ça vous intéresse les big data, les séries temporelles, c'est un projet très sympa pour se faire la main et pour aider. Et quelque part, il y a aussi le côté un peu idéaliste de faire avancer la science, mais la science pure quelque part. Donc, c'est un projet que j'espère, à chaque conférence qu'on parle, on finit par avoir 1, 2, 3 personnes de plus dans la salle. J'espère que cette fois, vous n'allez pas nous décevoir et au moins vous irez voir, peut-être donner quelques idées, des suggestions. On est vraiment ouvert à tout type de contributions et on a envie de vous avoir avec nous.